samedi matin. Johan Sfar, bonjour. Bonjour. Auteur de bande dessinée, réalisateur, vous êtes aussi philosophe de formation, me semble-t-il. Oui, mais je n'étais pas très bon. Bon, en tout cas, vous êtes très bon pour écrire des BD, pour écrire des livres. Vous sortez ce dernier roman graphique, c'est comme ça qu'on appelle aujourd'hui voilà, ce genre de livre. Que faire des Juifs? Bon, c'est vrai que tout de suite, on se dit, le titre est quand même assez percutant, c'était un peu provocateur. C'était quoi l'idée? Vous avez hésité ou pas? Non, si j'avais appelé ça historiographie de l'antisémitisme et du peuple juif, j'en aurais vendu moins. Oui. Le problème, c'est que les gens n'osent pas le dire en librairie. Alors ils disent on voudrait le dernier Sfar, ou alors ils disent on voudrait que faire des Juifs. Oui. C'est peut-être pas très malin de ma part. Bah, quoique, finalement, parce qu'on en parle. C'est un livre vraiment sur, en effet, l'histoire du judaïsme aussi. C'était ça l'objectif? On a la chance d'avoir sous la main un peuple qui est plus ancien que l'âge du bronze, qui est plus ancien que les Grecs et les Romains, qui a survécu, on ne sait pas pourquoi, et qui depuis toujours a suscité une espèce d'agressivité, pour être dans l'euphémisme. Moi, quand j'étais petit, je ne savais pas que j'étais juif, et il y a un moment, ça me tombe dessus. Et c'est vraiment un roman, c'est un roman intime sur comment je me débrouille avec ça depuis l'enfance, c'est-à-dire l'antisémitisme, c'est-à-dire le rapport au Proche-Orient. Et j'ai essayé de faire parler des voix juives d'aujourd'hui, très diverses, pour qu'on arrête de résumer les Juifs à du prépensé. Oui, c'est ça, parce que ça se fait par des personnages, et puis on vous voit, vous, en effet, petit, grand. Vous aimez bien vous dessiner, finalement. C'est un peu thérapeutique pour vous? Oui, c'est comme Tintin, je traverse le truc. Oui. Et quand je suis petit, alors ça va être le petit Nicolas, je suis en train de regarder Goldorak, il y a ma grand-mère qui coupe la télé, qui me met les accords de paix de Camp David et qui me dit que ça me concerne. et après, quand je suis grand, je me cogne ce qu'on a depuis un an, c'est-à-dire les gens comme moi qui aimaient bien être juifs 5 minutes par jour, ils sont sollicités H24 là-dessus. Donc on est obligé de se renseigner, et on est obligé aussi de se renseigner sur l'antisémitisme, parce que c'est une obsession. Je répète souvent que le mec qui est anti-juif, il a besoin de parler des juifs en permanence. Moi, j'aime pas les choux de Bruxelles, j'en achète pas. Mais ce qui est chouette, c'est que j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'essaie de les faire vivre, et j'ai l'impression que ça marche. J'ai l'impression qu'il y a une manière d'humaniser, de sortir des symboles, et peut-être que ça marche un peu. Et c'est vous qu'on voit là sur la couverture, du coup? Oui, ça c'est une cérémonie qu'on fait. C'est une cérémonie qu'on fait en septembre-octobre chez les Juifs. On va jeter nos péchés à la mer. Alors on faisait ça à Nice, au bord de la mer, alors que tous les gens sont en maillot de bain à côté. Les autres Juifs, ça les dérangeait pas. Moi, j'étais super mal à l'aise avec ma kippa et mon livre de prière. Et j'ai aussi utilisé la même scène en 1929 à Tel Aviv, quand Albert Londres la contemple. Je fais beaucoup parler Joseph Kessel, Albert Londres, Romain Gary, des romanciers qui ont documenté non seulement la naissance d'Israël, mais aussi les errances du peuple juif au début du XXe siècle. Donc il y a une manière de mélanger ma petite histoire avec la grande histoire. Pourquoi les Juifs, justement, ont toujours cristallisent encore? Est-ce que vous pouvez l'expliquer? C'est difficile comme question. Oui. Il y a une raison très simple, c'est que le christianisme et l'islam sont nés du judaïsme. Donc il a fallu, pour se développer, expliquer à quel point les Juifs avaient tort. Donc dans l'histoire chrétienne et dans l'histoire orientale, il y a des litanies de massacres, d'humiliations, et malheureusement qui se perpétuent aujourd'hui parce que des idéologies modernes l'ont reprise à son compte. Le marxisme l'a repris à son compte. Le panarabisme l'a repris à son compte. Donc il faut se plonger dans cette histoire, même si elle est douloureuse, parce que sinon, on est comme des zombies à être, j'allais dire, anti-juifs sans le savoir. Moi j'essaye de m'adresser à tous les gens qui disent on n'ose pas parler de Gaza parce qu'on a peur de se faire traiter d'anti-juif. Mais moi, je parle de Palestine depuis 30 ans, je parle de Gaza depuis 30 ans. Et de paix. Et de paix, évidemment. Et de paix, évidemment. Ce qu'on a fait depuis 1 an et demi avec toute cette agitation LFI en France, c'est qu'on a empêché à des voix juives et des voix arabes de se mettre devant une télé et de dire le 7 octobre, c'était dégueulasse, la destruction de Gaza, c'est dégueulasse, et il y a en France des voix qui veulent la paix. Et on a fait taire ces voix-là. Mais ce qui est terrible à comprendre, c'est que les actes antisémites se multiplient après le pogrom du 7 octobre et non pas après les bombardements de Gaza. C'est quand même qu'il y a quelque chose qui se produit. C'est vrai. Moi, je voudrais parler de 2 choses conjointement. Il y a cette explosion chiffrée par le ministère de l'Intérieur des violences anti-juives qui est jamais vue depuis la Deuxième Guerre mondiale en France. Et dans le même mouvement, dans toutes mes rencontres en librairie, dans toutes mes rencontres, y compris à Sciences Po, y compris à la Sorbonne pendant les blocages, je n'ai vu que des bonnes volontés, que des jeunes qui ont envie de parler. Alors, ils vont gueuler pendant 5 minutes. Et après, on s'aperçoit qu'on est d'accord sur beaucoup de choses. Et le dialogue qui fonctionne par le bas, qui fonctionne en librairie, qui fonctionne lors des rencontres publiques, les élites, les représentants politiques peinent à l'incarner. Moi, c'est ça qui me fait de la peine, c'est que je viens de la gauche pro-palestinienne. Quand j'étais plus jeune, on parvenait à faire parler ensemble des voix de la paix juives et arabes. Aujourd'hui, il y a une stratégie
LFI, qui a consisté à dresser les unes contre les autres la communauté musulmane et la communauté juive. Moi, je souhaite qu'il n'existe pas de communauté en France et qu'on parle ensemble pour la paix. C'est un immense échec ce qui s'est passé, et j'en veux pas au LFI, j'en veux à la gauche modérée qui a toléré ce compagnonnage depuis trop de temps. Donc c'est en partie l'actualité politique en France qui vous a conduit à ce livre Non, moi je suis très égoïste, c'est le fait que ça devenait invivable. Oui. Quand on dit les Juifs se sont crispés après le 7 octobre, c'est pas le Proche-Orient, c'est que notre vie quotidienne a été impactée du jour au lendemain par une explosion de violence verbale et physique. Et justement, par rapport à ce que vous dites, c'est vrai que l'antisémitisme a toujours existé, comme le racisme ou autre, mais ça reste une minorité, il faut quand même le dire. On peut pas dire aujourd'hui que la France est antisémite. Est-ce que c'est pas justement toujours le problème de cette majorité silencieuse qu'on a rencontrée aussi après les attentats par rapport à l'islam radical, où on disait justement aux musulmans, oui, vous vous exprimez pas, mais alors que eux ne se comparent pas du tout et ne se sentent pas représentés à ça. C'est la majorité silencieuse, qui est souvent en effet silencieuse, mais ça reste une majorité, on est d'accord, c'est toujours les minorités et les moindres nombres qui font du bruit. Évidemment, moi je fais la chasse à tous les mots qui font taire. Il est évident que dès que vous allez voir un musulman et que vous lui dites « est-ce que tu condamnes le Hamas ?», il a juste envie de se taire, ça l'énerve. Si vous allez voir un juif et que vous le traitez de génocidaire la semaine des anniversaires d'Auschwitz, ça va pas lui faire très plaisir. Moi au contraire, je cherche les mots qui amènent le dialogue, qui amènent la fraternité. La chance qu'on a pour la plupart des musulmans et des juifs qui sont en France, on vient tous du Maghreb, donc on vient tous d'un territoire qui a été 1000 fois conquis, et donc on a une espèce d'humilité et de bonhomie originaire. Il y a une manière chez les Maghrébins, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, de se parler facilement. Moi, les premiers qui m'ont appelé après le 7 octobre, ce sont des amis musulmans. Ils m'ont pas parlé de politique, ils m'ont pas parlé du Proche-Orient, ils m'ont demandé comment tu vas. Ce dialogue, il n'a pas été rompu. Donc il faut être capable de dire que d'un côté, il y a des violences qui sont insupportables, et de l'autre côté, il y a plein de gens qui ont envie de parler. Il y a une immense majorité silencieuse. Je regrette que les cadres politiques peinent à incarner, puisqu'on a d'un côté LFI qui attaque les juifs, et on a de l'autre côté des partis de droite ou d'extrême droite qui attaquent les musulmans en permanence. Moi, je rêve de partis politiques qui arrêtent d'emmerder les musulmans et les juifs. C'est très intéressant parce que vous êtes assez optimiste, mais il y a quand même beaucoup. Il y a une partie de la communauté juive aujourd'hui qui se sent très isolée. Ça, c'est une réalité. Vous savez ce qui se passe chez les Juifs de France ? Il y a eu une explosion des demandes d'Alia, des demandes d'émigration en Israël, et il y a eu une baisse des départs vers Israël. J'ai sorti cette blague, j'ai dit le seul endroit où les Juifs se sentent bien, c'est dans l'avion, et c'est pas bon pour le bilan carbone. Non, ça, c'est sûr. Alors, votre histoire, c'est vrai qu'en plus, vous pouvez quand même parler de tout, parce que vous avez une sacrée histoire familiale, mais c'est aussi la déportation pendant la Seconde Guerre mondiale d'une partie de votre famille, la résistance aussi du côté maternel, votre grand-père, me semble-t-il. Lundi, ce sera les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça pose problème quand on en parle dans les écoles, par exemple. C'était pas le cas, pourtant, il y a 20 ans. On a l'impression que c'était pas une religion. C'est vrai que moi, quand j'étais lycéenne, par exemple, j'avais en effet des amis juifs, musulmans. Je ne savais même pas qu'ils étaient juifs ou musulmans chez eux. Enfin, on n'en parlait pas. C'était pas un problème. Et c'est surtout, c'était pas une source de discussion, en fait, finalement. Et s'ils avaient envie de faire le ramadan, ils le faisaient. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu, qui vient de Nantes. Bon, voilà, donc où il y a aussi différentes communautés. Mais on n'en parlait pas. Pourquoi aujourd'hui c'est devenu comme ça un problème ? Alors, je commence par ce qui se passe bien. Quand des gens viennent en collège, lycée et fac pour parler de la Shoah, ça se passe très bien. Oui. Quand j'interviens en librairie pour parler de l'histoire de l'antisémitisme, ça se passe très bien. Ce qui se passe pas bien, c'est quand on essaye de parler de l'antisémitisme d'aujourd'hui. Je vous donne un exemple, je ne vais pas citer l'émission, ça se fait pas. Des collègues à vous ont annoncé à mon attaché de presse qu'ils avaient adoré mon livre, qui comptait pas m'inviter parce qu'il peinait à constituer un plateau sur ce sujet. Par contre, on m'inviterait peut-être pour les 80 ans d'Auschwitz. On voit très bien ce que ça veut dire. On a envie de ranger les Juifs dans le mémorial, dans le passé. Tout le monde a été très très excité pour parler de l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. Ça tombe bien, il avait quitté la politique depuis 20 ans et il est mort la semaine dernière. Moi, ce travail mémorial, je le trouve très bien. Je voudrais pas qu'on se drape dedans pour ne pas combattre les anti-juifs d'aujourd'hui. Il y a 2 jours, il y a un député LFI qui m'a traité de SS sur Twitter, en toute décontraction, et au lieu de s'excuser, il se justifie hier. Je réfléchis à porter plainte ou pas. Mais il faut arrêter de se répéter que l'antisémitisme, c'est uniquement à l'extrême droite. Doriot, il venait de la gauche et de l'extrême gauche, Laval aussi. Donc, malheureusement, la haine, c'est partout, et il faut la combattre aujourd'hui. Il y a un appauvrissement vraiment du débat politique en général, vous trouvez ?
Mais pas chez les gens. Votre avis de citoyen aussi. Mais pas chez les gens. Moi, on parle souvent des discussions de bistrot. Oui, c'est à l'Assemblée. On va dire que c'est un cirque. Moi, je regrette. Nicolas le dit souvent. Au bistrot, je ne vois que des intellos. Ouais. La plupart de mes copains algériens sont élevés dans le débat. Enfin, moi, je vois dans la base que des gens super intelligents, super informés et des débiles légers à l'Assemblée. Quand Deloglu, il y a 2 semaines, veut parler d'une croix gammée et il dit une croix juive, mais qu'est-ce qu'il faut à l'Assemblée, ce type-là ? Ça vous énerve. En tout cas, ça vous agace. On a un problème de représentation, à minima. Alors, vous parlez aussi d'autres sujets, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que vous avez aussi peut-être sûrement votre avis sur la guerre en Ukraine, parce que votre maman, alors qui est décédée quand vous étiez tout petit, d'ailleurs j'ai lu, alors que quand on ne vous a pas dit qu'elle était morte, on vous a dit qu'elle était partie en voyage, c'est comme ça que vous aviez d'ailleurs commencé à dessiner, en fait, en attendant que votre maman revienne. Et du côté de votre maman, donc il y a des origines ukrainienne. Alors c'est vrai qu'on a envie de dire vous cumulez un peu, parce que quand même certains diront évidemment avec de l'humour. La guerre en Ukraine et ce qui s'y passe, ça vous a aussi touché, concerné. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver au bout là avec l'arrivée de Donald Trump ? Oui, toute ma famille maternelle vient d'Ukraine. Mon grand-père était résistant en France. Il a été naturalisé français pour service rendu à la patrie pendant que sa famille était exterminée à Sobibor. Je suis surpris qu'on ne parle pas du nombre de morts de la guerre en Ukraine. On a des difficultés à avoir des chiffres, je pense d'ailleurs, qui vont être documentés. Enfin, il me semble qu'on avait aussi il y a des centaines de corps d'ailleurs qui ont été récupérés hier par l'Ukraine de soldats ukrainiens. Il me semble qu'on avait des difficultés à savoir le nombre de morts à Gaza. Ça n'a pas empêché toute la presse française de citer des chiffres du Hamas. Donc je crois que sur l'Ukraine, je crois pas. Je voulais que vous me rappeliez la dernière fois où j'ai entendu parler du nombre de morts en Ukraine. Il y a une indifférence française à ce qui se passe en Ukraine qui est ahurissant. Et ayant parmi mes proches beaucoup de Lituaniens, beaucoup de Polonais et beaucoup d'Allemands, ils sont ahuris de l'indifférence française face à cette guerre qui est très proche de nous. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, non ? Quant à savoir ce qui va se passer, j'en suis absolument incapable. Mais je suis inquiet de l'indifférence face à la guerre en Ukraine. Et vous faites, c'est vrai, Catherine le dit, vous faites quand même preuve d'optimisme, un peu, puisque justement, vous avez envie de prôner quand même la paix, toujours, et c'est ce que vous faites très souvent. Donc, est-ce que vous arrivez quand même à être vraiment optimiste sur tout ce qui se passe ? Non, je suis un peu pessimiste joyeux, mais je suis certain que le pacifisme et la lâcheté, c'est pas la même chose. Je crois qu'il faut réfléchir à ça. Oui, Sandra. Dernière question, on parle un peu culture, on parle un peu BD, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Combien de temps on fait pour écrire une BD de plus de 500 pages ? 560 pages. Ça, c'est une année complète à lire, parce qu'il y a beaucoup de livres là-dedans, à rencontrer des gens. J'ai rencontré des gens et en Israël et en France. C'est une année de vie, et je ne sais pas si c'est encore de la bande dessinée, c'est un roman avec beaucoup de portraits, beaucoup de peintures. Un roman graphique. Oui, c'est un roman, c'est un an de ma vie. Vous vous rendez aussi quand même hommage à votre papa qui a beaucoup compté pour vous, qui est décédé il y a maintenant quelques années, qui était un grand avocat et qui s'est beaucoup impliqué dans sa vie locale aussi, puisqu'il était conseiller municipal à Nice. Et c'est vrai que vous en parlez, c'est lui d'ailleurs que vous représentez ici. Mon père qui a passé 10 ans de sa vie à enregistrer des émissions de radio sur l'histoire du peuple juif, et on les a mis en ligne la semaine dernière sur le site Academ, qui est un site universitaire, et il y a 102 heures de la voix de mon père qui raconte l'histoire du peuple juif. Merci en tout cas Johan Sfar, et on va montrer quand même l'actualité du jour. Il y a une image en direct parce que c'est vrai que les choses sont en train de bouger à Gaza et en Israël. Regardez avec ces images, parce qu'on attend un nouvel échange de prisonniers aujourd'hui, et donc on est sur une place de Gaza où on voit ces combattants du Hamas qui se sont réunis avec ces véhicules qui vont ramener donc les 4 otages israéliennes. Ce sont 4 femmes donc qui vont être libérées aujourd'hui. Les véhicules de la Croix-Rouge donc seraient en route. Vous pouvez bien sûr suivre cette actualité en direct sur LCI. Encore merci Johan Sfar.